J'étais dans la cuisine de notre maison de campagne en Normandie, en train de préparer une compote de pommes avec les fruits de notre verger, quand j'ai entendu frapper fermement à la porte d'entrée. Il était 2 heures, un jeudi après-midi ensoleillé de septembre. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé 2 gendarmes à l'air grave. « Madame Lebrun ?» a demandé le plus âgé. « Nous avons le regret de vous informer que votre époux, Paul Lebrun, a été retrouvé mort ce matin dans un grave accident de voiture au Havre. » Mes jambes ont flanché. Je me suis agrippée au chambranle. « Non, ce n'est pas possible. Il est parti hier pour régler des affaires en ville. » Le gendarme a confirmé, corps carbonisé, identifié grâce aux documents trouvés dans son portefeuille qui avait survécu à l'incendie de la voiture. J'ai éclaté en sanglots. 3 jours plus tard, j'ai organisé la veillée funèbre, le cercueil scellé. Mais la nuit suivante, à 3 heures du matin, j'ai entendu la porte de derrière s'ouvrir et Paul, sale, barbu, les vêtements déchirés, entra dans la cuisine et dit froidement « Surprise, Angélique, je ne suis pas mort et maintenant tu vas m'aider à toucher l'assurance. » Bonjour à tous. Avant de poursuivre ce récit d'escroquerie, de terreur conjugale et de courage désespéré, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Cette histoire relate le cauchemar de découvrir que la personne que l'on a pleurée est vivante et criminelle, et comment la peur peut se transformer en acte de bravoure. Préparez-vous, car ce que je vais vous raconter montrera que parfois les morts reviennent et que les vivants doivent leur rendre un dernier hommage autrement. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Que feriez-vous si vous découvriez qu'un être cher a simulé sa mort? Je m'appelle Angélique Lebrun, j'ai 65 ans et j'ai vécu 42 ans mariée à Paul Lebrun dans notre maison de campagne, nichée dans les collines normandes, près du petit village de Camembert, célèbre pour son fromage. Notre maison est une construction normande traditionnelle du 19e siècle. Poutres apparentes en bois sombre, murs en pierre, toits d'ardoise, entourés de 3 hectares de vergers de pommiers qui produisent du cidre et du calvados artisanal. J'ai toujours rêvé d'une vie paisible. Cueillir des pommes en automne, faire des confitures et des gelées, accueillir mes petits-enfants pendant les vacances d'été, vieillir sereinement aux côtés de Paul. Il était mécanicien retraité, ayant travaillé toute sa vie dans des ateliers à Rouen avant notre retour en Normandie il y a 10 ans. Du moins, c'est ce que je croyais. Je n'avais jamais soupçonné de problème grave. Paul avait toujours été un homme discret et travailleur, parfois grognon, mais jamais violent. Depuis 2 ans, il se rendait fréquemment au Havre et à Rouen, prétextant des affaires administratives, pensions, impôts, problèmes de santé. Je le croyais. Il revenait fatigué, mais sans jamais rien révéler. Je gérais notre quotidien, l'entretien du verger, la vente des produits au marché, la maison. Nous avions 2 enfants adultes, Margot, qui vivait à Paris, et Luc, à Lyon, chacun avec sa famille. Ils venaient nous voir 2 fois par an. Notre vie était simple, modeste, mais confortable. Nous avions des pensions d'un montant total de 3 200 € par mois. La maison était payée et nous avions quelques économies. Nous n'étions pas riches, mais nous n'avions pas de dettes. Du moins, c'est ce que je croyais. Ma vie était rythmée par les saisons. L'été, je me levais à 6 heures pour arroser le jardin avant les fortes chaleurs. L'automne, je passais des journées entières à cueillir des pommes, triant les meilleures pour le cidre, les moyennes pour les confitures et les plus petites pour le calvados. L'hiver, je cuisinais de longs ragoûts, lisais des romans classiques français et tricotais des couvertures pour mes petits-enfants. Paul s'occupait de l'entretien, réparer les clôtures, tailler les arbres, refaire le toit. Nous dînions ensemble à 7 heures, regardions les informations à la télévision et nous couchions tôt. C'était une vie prévisible et rassurante. Exactement ce que j'avais souhaité après 40 ans de mariage. Je n'aurais jamais imaginé que cette sécurité n'était qu'une illusion, bâtie sur des secrets qui allaient exploser si violemment. Ma relation avec Paul était bonne, mais sans passion. Nous étions compagnons, pas amants. Il n'était pas du genre à faire des démonstrations d'affection.
Il ne disait jamais « je t'aime », n'offrait pas de cadeaux romantiques, ne faisait pas de surprises. Mais il était présent, fiable et travailleur. Cela me suffisait. Du moins, c'est ce que je croyais. Ces 6 derniers mois, j'avais remarqué qu'il était plus tendu, plus irritable et qu'il dormait mal. Quand je lui demandais pourquoi, il évoquait des problèmes de santé ou des délits administratifs liés à sa retraite. Je lui ai proposé mon aide. Il a refusé, prétextant que c'était des problèmes d'homme qu'il réglerait lui-même. J'ai accepté. Je n'ai jamais remis en question l'autorité masculine. C'est ainsi que j'ai été élevé dans la campagne normande des années 1960. Les premiers signes annonciateurs d'un drame sont arrivés brutalement. Le jeudi 12 septembre au matin, Paul m'a dit qu'il partait au Havre pour régler des papiers importants, et qu'il serait de retour le soir même. Il m'a embrassé sur le front, un geste rare, et est parti dans notre Peugeot 308 grise. J'ai passé la journée comme d'habitude. J'ai cueilli des pommes, fait de la confiture, nettoyé la maison. À 14 heures, on a frappé à la porte. Les gendarmes. La terrible nouvelle, Paul était mort dans un accident épouvantable sur la route nationale 15, près du Havre. La voiture était entrée en collision avec un camion et avait pris feu. Son corps était carbonisé et méconnaissable. On l'a identifié grâce à son permis de conduire, partiellement intact. Je me suis effondrée. Des voisins sont venus me réconforter. J'ai appelé Margot et Luc en pleurs hystériques. Ils sont venus le lendemain. Les 3 jours suivants furent un véritable cauchemar entre douleur et paperasserie. Je suis allée à la morgue du Havre. On m'a refusé l'accès au corps, prétextant qu'il était méconnaissable et que cela causerait un traumatisme inutile. J'ai signé les papiers de sortie. J'ai organisé une veillée funèbre à l'église Saint-Pierre de Camembert. Le cercueil scellé était recouvert de fleurs. Le prêtre a célébré la messe. Une 50aine de personnes étaient indéprésentes. Voisins, amis, parents éloignés. Luc et Margot m'ont réconforté pendant que je pleurais. Nous avons enterré, du moins le pensions-nous, Paul au cimetière communal. Je suis rentrée chez moi le cœur vide, anéanti, me préparant au veuvage qui a commencé brutalement à 65 ans. La première nuit où je suis restée seule, j'ai pris un sédatif et j'ai dormi profondément. La deuxième nuit, seule, les enfants étaient rentrés en ville, je me suis réveillée à 3 heures du matin à cause d'un bruit dans la cuisine. J'ai cru que c'était le chat ou le vent. Je me suis levée en sursaut et je suis descendue. Et là, j'ai vu Paul, mon mari, mort, debout dans la cuisine, en train de manger du pain et du fromage. Il était sale, barbu, et ses vêtements déchirés étaient différents de ceux qu'il portait quand il était parti. J'ai poussé un cri perçant. Il a accouru et m'a couvert la bouche de sa main. « Tais-toi, Angélique, tu vas réveiller les voisins !» Il m'a plaqué contre le mur. Je tremblais de tous mes membres, partagé entre le soulagement de le voir vivant et la terreur absolue de ne pas comprendre ce qui se passait. « Tu es vivant. L'accident, le corps. » Paul a laissé échapper un rire froid. Il n'y a pas eu d'accident de ma part. Le corps était celui d'un mendiant que j'ai recueilli au Havre. J'ai tout simulé. J'ai eu une violente nausée. Quoi? Vous avez tué quelqu'un? Simulé sa mort? Pourquoi? Paul s'est assis à table, l'air simplement fatigué par le voyage. J'ai des dettes, Angélique. Des dettes énormes. 300 000 € de prêts dont vous ignorez même l'existence. Jeux d'argent, mauvais placement, usuriers. Ils allaient nous prendre la maison, notre retraite, tout. La seule solution était de disparaître et de toucher l'assurance vie. J'ai eu le vertige. Quelle assurance vie? Il a expliqué froidement « J'ai souscrit une assurance vie de 500 000 € il y a 2 ans avec vous comme bénéficiaire. À ma mort, vous toucherez l'argent. Je me cacherai ici quelques jours. Vous vous occuperez de l'assurance. Vous toucherez l'argent et ensuite nous nous enfuirons ensemble en Amérique du Sud. » Un nouveau départ. J'ai regardé cet homme et je ne l'ai reconnu d'aucun de ceux que je connaissais depuis 42 ans. J'ai tenté de raisonner. Paul, c'est de la folie. C'est une escroquerie, un meurtre. On va se faire arrêter. Il s'est levé, m'a saisi le bras fermement. Tu es la seule à savoir, Angélique. Maintenant, aide-moi à faire nos affaires.
Si la police découvre que la vieille inutile est au courant, on ira tous les deux en prison pour complicité. J'ai ressenti une peur que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Cet homme avait tué quelqu'un. Il avait simulé sa mort. Et maintenant, il me prenait en otage et me forçait à devenir sa complice. Si je le dénonçais, il dirait que nous avions tout planifié ensemble. Ma parole contre la sienne. Et lui, c'était un homme. Moi, une vieille hystérique. J'ai commencé à pleurer. Il a lâché mon bras. Arrête de pleurer. Je vais me cacher dans le grenier. Tu reprends ta vie comme avant. Tu fais la déclaration de sinistre à l'assurance. Et dès que l'argent arrive, on se tire. C'est simple. J'ai passé le reste de la nuit sous le choc. Paul était monté au grenier, une petite pièce qui nous servait de débarras. Il s'y est enfermé. Je suis restée assise dans la cuisine jusqu'à l'aube, à réaliser l'horreur de la situation. Mon mari était un meurtrier. J'étais piégée dans la maison avec un criminel. Si je le dénonçais, il pourrait me tuer aussi. Si je ne le faisais pas, je serais complice de meurtre et d'escroquerie. Je n'avais nulle part où aller. La maison était isolée, les voisins les plus proches à 2 kilomètres. Paul resterait éveillé, à me surveiller. Je devais feindre la coopération tout en cherchant une issue. Et il me fallait la preuve que j'étais contrainte, et non une complice consentante. Les jours suivants, un climat de terreur s'installa. Paul se cachait au grenier le jour et ne descendait que le soir pour manger. Il exigeait que je prépare des repas élaborés, que je lave son linge et que je joue les veuves inconsolables pour les voisins. Il contrôlait mon téléphone et lisait mes messages. Lorsque l'avocat de la compagnie d'assurance appela pour fixer un rendez-vous afin d'examiner le contrat et procéder au paiement, Paul était euphorique. « Parfait, reste calme, pleure un peu, signe les papiers et c'est tout. » Je feignis de coopérer. « Oui, Paul, je ferai tout à la perfection. » Mais intérieurement, je complotais. Il me fallait un enregistrement de ses aveux. C'était la seule preuve que j'avais été contrainte. La 3e nuit, tandis que Paul dormait profondément au grenier, il buvait du calvados pour se détendre. J'ai pris mon vieux portable dans un tiroir de la cuisine. Il avait un enregistreur vocal. Je suis montée discrètement au grenier à 5 heures du matin, l'heure à laquelle il se réveillait toujours. J'ai fait semblant d'apporter du café. J'ai entamé une conversation anodine. « Paul, peux-tu m'expliquer encore une fois comment s'est déroulé le meurtre ? J'ai besoin de comprendre pour ne pas faire d'erreur en parlant à l'assurance. » Encore ensommeillé, il m'a tout expliqué en détail. Comment il avait trouvé le mendiant au Havre, comment il l'avait enivré, comment il avait provoqué un accident avec le corps dans la voiture volée, comment il avait tout brûlé, comment il avait caché son portefeuille. Il a parlé pendant 15 minutes. Mon portable, dans la poche de mon tablier, enregistrait tout. Quand j'ai eu fini, je suis descendue et j'ai caché le portable dans un pot de farine, dans le garde-manger, un endroit où Paul n'irait jamais. Lasdik. Situation a dégénéré lorsque j'ai découvert toute la vérité. Paul, par inadvertance, avait laissé des documents au grenier. Pendant qu'il descendait aux toilettes, je suis vite entrée et j'ai vu des billets d'avion à son seul nom pour le Paraguay, un compte bancaire à un faux nom et des plans d'évasion détaillés. Il n'y avait pas de billets pour moi. Il comptait se servir de moi pour toucher l'assurance, puis disparaître, me laissant avec la responsabilité de la fraude et une possible accusation de complicité. J'étais partagée entre la fureur et la peur. Cet homme était prêt à détruire ma vie. Il fallait que j'agisse vite. L'avocat de l'assurance devait venir dans 2 jours. Le matin de la visite de l'avocat, Paul m'a donné des instructions précises. Tu pleures, tu dis que tu es anéanti, tu signes les papiers, tu ne dis rien de suspect, je me cache au grenier. Si tu me trahis, je débarque et je dis qu'on a tout manigancé. Tu iras en prison avec moi. Compris, vieille ? Et femme, j'ai hoché la tête docilement. Maître Dubois, avocat de la compagnie d'assurance ASSA, est arrivé à 11 heures. Un homme d'une 50aine d'années, costume sombre, mallette en cuir. Nous nous sommes assis dans le salon. Il a passé en revue le contrat, posé des questions d'usage. J'ai répondu machinalement. Puis, le moment décisif est arrivé. Paul était au grenier, juste au-dessus du salon. Maître Dubois a demandé à aller aux toilettes
Dès qu'il a quitté la pièce, j'ai couru à la cuisine, attrapé mon portable caché, filé dans le jardin et appelé la gendarmerie. D'une voix tremblante mais ferme, elle dit « Je m'appelle Angélique Lebrun. Mon mari, Paul Lebrun, n'est pas mort. Il a simulé sa mort, tué un homme et se cache chez moi, me retenant en otage. J'ai l'enregistrement complet de ses aveux. Venez immédiatement, s'il vous plaît. » L'opératrice tenta de vérifier s'il s'agissait d'un canular. J'insistais. Ce n'est pas un canular. Mon adresse est le 47, route de Camembert. Il est au grenier. Je suis en danger. Je raccrochais. Je rentrais chez moi en courant. Maître Dubois sortait de la salle de bain. Il dit qu'il allait chercher de l'eau. Il poursuivit son inspection comme si de rien n'était. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne l'entende. Un quart d'heure plus tard, j'entendis des sirènes. 3 voitures de gendarmerie encerclèrent la maison. Paul entendit un bruit, descendit du grenier en courant et regarda par la fenêtre. Il me lança un regard haineux. « Tu m'as trahi, salope !» Il tenta de s'enfuir par la porte de derrière. Les gendarmes étaient déjà en position. Ils crièrent « Paul Lebrun, les mains en l'air !» Il essaya de courir à travers les vergers. Il fut poursuivi, plaqué au sol et menotté. Il criait qu'il était innocent, que j'étais folle, que c'était un complot. Le capitaine des gendarmes entra dans la maison. Je lui tendis mon portable. Voici l'enregistrement complet de ses aveux, la mise en scène de sa mort, l'histoire du cadavre du mendiant, la fraude à l'assurance. Ils écoutèrent l'enregistrement sur le champ. Leur visage était stupéfait. Ils virent des documents que Paul avait laissés au grenier, des billets, des plans d'évasion, un faux compte bancaire. Paul a été placé en garde à vue. Je me suis rendue au commissariat pour faire une déposition complète. J'ai expliqué comment j'avais été contraint, menacé et maintenu dans un état de terreur. J'ai montré des messages, des enregistrements et des documents. La police scientifique a confirmé que le corps identifié comme étant celui de Paul était celui d'un sans-abri disparu au Havre. L'ADN ne correspondait pas. Sous la pression, Paul a avoué qu'il avait trouvé un sans-abri ivre, l'avait enivré davantage, l'avait fait monter dans une voiture volée, déjà modifiée avec un défaut mécanique pour provoquer un accident, avait provoqué une collision avec un camion stationné et avait incendié le véhicule. Homicide, volontaire avec préméditation pour fraude à l'assurance. Maître Dubois a confirmé l'existence d'une police d'assurance de 500 000 € souscrite 2 ans auparavant. Paul serait poursuivi pour homicide volontaire, fraude à l'assurance, faux et usage de faux, et séquestration pour m'avoir retenu en otage. Peine cumulée, réclusion à perpétuité. La procédure judiciaire a duré 18 mois. Paul a tenté plusieurs moyens de défense. Son innocence, ma machination, la falsification de l'enregistrement. Tous ont été réfutés. L'enregistrement a été authentifié par une expertise technique. Des témoins ont confirmé des changements de comportement chez Paul au cours des mois précédents. Une enquête financière a révélé des dettes colossales. Jeux d'argent en ligne, prêts bancaires frauduleux, usuraires. Paul menait une double vie depuis 5 ans. Le tribunal de Rouen l'a condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. J'ai été totalement innocentée. Le juge a reconnu que j'étais victime de contraintes, de terreur psychologique et de manipulation. J'ai obtenu une ordonnance du tribunal garantissant la pleine propriété de la maison et des biens. Paul a perdu tous ses droits. J'ai transformé une expérience traumatisante en quelque chose de constructif. La compagnie d'assurance AXA m'a contacté, m'a remercié d'avoir dénoncé la fraude et m'a invité à participer à une campagne de sensibilisation contre la fraude à l'assurance en Normandie. J'ai accepté. Je suis devenue conférencière bénévole, visitant les villages ruraux pour expliquer les signes avant-coureurs et encourager les victimes à signaler les fraudes. Mon histoire a été publiée dans un journal régional. J'ai reçu des centaines de lettres de femmes dans des situations similaires, des maris aux dettes cachées, des escroqueries, des violences conjugales. J'ai créé le groupe de soutien Vérité Normande, qui se réunit mensuellement à l'église Camembert pour aider les victimes de fraude familiale et de violences conjugales.
J'ai poursuivi Paul en justice et obtenu 120 000 réaux de dommages et intérêts pour préjudice moral. J'ai utilisé cet argent pour rénover la maison, chargé de souvenirs douloureux, créer un fonds d'études pour mes petits-enfants et financer un groupe de soutien. J'ai vendu 3 hectares du verger à une jeune famille désireuse de se lancer dans l'agriculture biologique. J'ai conservé une maison plus petite et plus facile à gérer. Margot et Luc me rendent visite plus souvent, inquiets. Mes petits-enfants passent leurs vacances d'été chez moi. J'ai révélé la vérité à tous. Grand-père n'était pas celui que nous croyions. C'était douloureux, mais nécessaire. La vérité finit toujours par triompher. Aujourd'hui, à 69 ans, je vis dans une paix retrouvée. Je me réveille sans crainte. Je traverse les vergers sans me retourner, m'attendant à apercevoir un fantôme. Je cuisine pour moi, et non pour un criminel tapi dans le grenier. Je dors profondément pour la première fois depuis des années. J'ai découvert une force insoupçonnée en moi. Un homme qui m'avait juré de m'aimer m'a traité de vieille femme inutile. J'ai prouvé que l'utilité ne se mesure pas à la soumission, mais au courage de faire ce qui est juste, même terrifié. Paul purge une peine dans une prison de haute sécurité à Fresnes. Je n'ai aucun contact avec lui. Je ne le souhaite pas. Il est vraiment mort à mes yeux. Désormais, non pas son corps, mais l'image qu'il renvoyait. Mes chers amis, si vous découvrez des secrets dévastateurs concernant vos proches, sachez que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vaut toujours mieux qu'un mensonge confortable. Si vous êtes victime de coercition, de peur ou de menaces de la part d'un membre de votre famille ou de votre conjoint, documentez tout. Enregistrez les conversations lorsque la loi vous le permet. Conservez les preuves. Demandez de l'aide discrètement, mais avec détermination. Les autorités sont là pour protéger, non pour juger les victimes. Je pensais que dénoncer Paul me détruirait. En réalité, cela m'a libéré. La dignité réside dans la révélation de la vérité, aussi terrifiant que soit le traître. Ma plus grande peur était un mensonge qui a failli m'ensevelir vivante. Ma plus grande victoire a été le courage d'enregistrer, d'appeler et de dénoncer. Si ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas à le liker, à le partager avec une personne qui pourrait se trouver dans une situation similaire et qui a besoin de savoir qu'il est possible de s'en sortir. Et dites-moi en commentaire, auriez-vous le courage de dénoncer un être cher si vous découvriez un crime d'une telle gravité? Ensemble, nous sommes plus forts. Merci beaucoup et que Dieu vous accorde à chacun le courage de choisir la vérité plutôt que la peur et la sagesse de reconnaître quand l'amour est devenu une prison qu'il faut ouvrir.